On est parti? Ça va, On Mélo? est live. Ouais. Ah bah c'est cool, ça fait du bien. En plus cette fois on est pas tout seul pour la deuxième partie de cette émission. Oui, on est c'est vrai. avec le web, Nicolas. Comment ça va, Nicolas? Bonsoir, tout va bien et vous? Bah parfaitement, tempête de neige, hein, donc on a un setup un petit peu particulier, aujourd'hui. C'est pour ça que Mélo, bah, c'est une chaise. Oui. Et puis Un dossier, oui, quand même. Mélo, Wow. c'est un dossier de chaise. Et je suis désolé, Mélo, j'avais l'air distrait pendant que tu parlais. En fait, j'essayais de suivre le chat en même temps pour faire sûr que on loupait pas des remarques de notre auditoire. Donc c'est pour ça. Mais j'ai tout compris ce que tu as dit. Parfait. Et j'écoute Parfait. attentivement ce que tu dis. Toujours. Oui, bah toujours. Bah sauf quand tu parles de religion et de trucs comme ça, là, ça me fait toujours. Ouais. J'attends que le web se reconnecte. Ah. Pardon, voilà, je suis revenu. Nice. Du coup. On va pouvoir commencer cette discussion. Je peux peut-être te présenter pour notre auditoire. Donc toi, dans la discussion qu'on a eue, tu te décris, enfin tu es un artiste, t'habites en France, t'es originaire de Suisse, t'as fait pas mal de parcours et des stages dans pas mal de secteurs, notamment le secteur hospitalier, c'est bien ça? Attends, en fait, stage dans le secteur hospitalier, j'ai travaillé certains étés pendant mes études pour me faire de l'argent en Suisse, Ok. mais c'était presque ça. Ah, j'étais pas loin. Et en gros, ouais, j'ai fait les beaux-arts. Ok. Après ça, j'ai bossé du coup dans un lieu d'exposition sur Paris. Ok. Et dans ma carrière, je me suis dirigé vers Caen au départ pour faire juste une résidence artistique et finalement, j'y suis resté parce que l'ambiance est chouette, parce que les ateliers sont pas chers et qu'il y a bonne ambiance, quoi. Nice. Est-ce que... Alors, on va peut-être commencer par ça, mais pour les gens qui ne connaîtraient pas la géographie française, et on est nombreux, notamment moi, c'est quoi, quand et c'est où? Caen, c'est en Normandie. Et en gros, c'est la Normandie, c'est... Tu vois la Bretagne? Ouais. Sérieux, Quand- c'est la Bretagne, au cas où. Quand même. Hexagone. Tu vois le bras qui est en haut à gauche? Oui, je le vois. Bretagne, juste au-dessus, c'est la Normandie. Ok. Nice. Nice. Donc, Et en gros, là, dans la Normandie, dans l'histoire, quand l'Angleterre était un truc un peu divisé, il y a machin, il y a une guerre de succession, et du coup, Guillaume le Conquérant s'est pointé en Angleterre, a envahi l'Angleterre, et c'est de là d'où vient, il me semble, les lions qui sont sur leur drapeau. nice. Parce que, OK. Mélo, nous, on a une petite histoire avec les Anglais ici. Ok. Genre, historiquement, sur le territoire, tu veux dire, ou nous personnellement? Non, pas nous personnellement, non, pas nous personnellement, mais on vit quand même dans un territoire majoritairement anglophone. Oui. Puis il y a eu un Oui, génocide. de descendance anglaise. Oui, c'est ça. Donc, Et juste pour te situer, toi, où t'es tombé, Nicolas, avec nous, on est en plein cœur de l'Acadie. L'Acadie, c'est... comment je pourrais décrire ça? C'est une patrie sans frontières. C'est une patrie sans frontières de cousins français qui ont été les premiers à coloniser l'Amérique du Nord. Et au cours des différentes guerres qui ont eu lieu en Amérique du Nord et au Canada notamment, les Acadiens qui habitaient là se sont fait jarter et se sont fait plus ou moins génocider par les Anglais. Et du coup, ils ont été divisés aux quatre coins du monde, notamment en Louisiane, donc aux États-Unis, puis aussi il y en a en France, pas loin justement de la Bretagne, à Belle-Île-en-Mer, où c'est un territoire majoritairement acadien, Belle-Île-en-Mer notamment, Ouais. et plein d'autres endroits comme ça. Et donc nous, on est en plein cœur de l'Acadie de la Nouvelle-Écosse. Le drapeau acadien, vous le reconnaissez, c'est un drapeau français c'est un drapeau bleu-blanc-rouge avec l'étoile jaune sur la partie bleue du drapeau. Et donc, Yo, moi, j'ai mon drapeau dans mon bureau, là. Regarde-moi ça. Nice. Et en fait, les Acadiens sont vraiment un peuple
qui vit de manière transfrontalière, enfin vraiment à travers le monde, et qui défendent une culture et la langue française en Amérique du Nord et notamment au Canada atlantique. Et nous, on est un peu... alors moi, je suis français. Je suis arrivé en Nouvelle-Écosse et en Acadie il y a à peu près 3 ans. Et c'est ça. Et j'ai découvert un petit peu les Acadiens, leur histoire. Et j'ai développé un petit peu des liens d'affection, on va dire, avec ce peuple et puis surtout avec les gens. Donc je kiffe. Toi, Mélo, est-ce que tu te considères comme acadienne? Je sais pas. Honnêtement, ça génère toujours des débats, peu importe qu'est-ce que je réponds. Donc, je sais pas quoi répondre. Genre, culturellement, probablement plus qu'autre chose. Ok. Mais en même temps, genre, j'ai pas grandi dans une famille acadienne, mais mes parents m'amenaient à toutes les célébrations puis toutes ces choses-là. Donc, j'ai grandi avec genre la musique puis les histoires et ces choses-là. Donc, je sais pas. Okay. Je suis francophone en Nouvelle-Écosse et ceux qui veulent me mettre dans le camp des Acadiens, ben, je le prends très bien. Voilà, c'est ça que je réponds. Ok. Voilà pour t'expliquer un petit peu là où tu es tombé, Nicolas. Toi, en tant qu'artiste, justement, c'est quoi un petit peu ta spécialité? C'est quoi les choses que tu aimes faire, que tu fais au quotidien? Et aussi, est-ce que tu as envie de ton art? Si j'ai envie, je suis en vie. Cependant, pas vraiment parce que le contexte économique et tout est très galère. Que en plus, c'est très dur de se mettre en place un système économique avec avec la peinture, quoi, ou d'autres choses. Parce que du coup, de base, je faisais de la peinture aux Beaux-Arts. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé aussi à explorer le médium jeu vidéo, faire un peu d'animation 2D aussi. Ok. Cool. Et du coup, je considère même comme faisant partie de tout le reste parce que genre dans le reste de mon travail, j'explore aussi du coup la culture populaire. Il y a beaucoup de déplacements et je m'amuse beaucoup avec ça. Ok. Et pareil pour mes jeux vidéo, une partie d'entre eux sont des éditants, mais qui se veulent gratuits, qu'on peut trouver sur internet, et qui sont diffusables très facilement parce qu'ils se jouent sur des pages web. Okay. Donc il n'y a rien à télécharger, genre les gens ils scannent un QR code dans la rue ou trouvent un truc et hop ça lance le truc. Et aussi il soit accessible en mode qu'il n'y ait pas de gameplay dur à appréhender, juste que tu lances le truc et tu lis 2 lignes et c'est bon quoi. Ok. Cool. Notamment... Est-ce que tu as... Ah vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. T'es sûr? Je me demandais juste, est-ce que tu as un exemple de jeu vidéo non, ça m'intrigue. Je pensais que vous l'aviez reçu du coup. Moi je l'ai reçu, je l'ai envoyé à Mélo parce qu'elle était occupée cette semaine. Excuse. En gros, j'ai créé une parodie de Pokémon qui s'appelle Pokémon version amiante. C'est un peu la blague parce que genre souvent quand il y a un bâtiment insalubre plein d'amiante dans le monde tout court, les mairies ont tendance à y foutre les artistes dedans, comme si on a tombé l'amiante comme des éponges. Littéralement, l'atelier où je suis, c'est ça en fait. Genre pas trop creuser en dessous. C'est un jeu en fait du coup j'ai créé un petit personnage que j'ai appelé Red comme dans le jeu original, sauf que Red c'est aussi pour le côté rouge coco. Du coup c'est aussi mon avatar. Et en fait c'est un jeu où il n'y a pas de but précis, c'est juste que tu commences dans un endroit un peu random de la map avec une petite animation et il y a plein juste de petits clins d'œil à la culture web, la culture même. Plein de conneries aussi, des petites idées personnelles du genre finalement le crédit social chinois c'est juste du NFT en karma quoi, et plein de petites blagues à la con quoi. Cool, très cool. Nice, je te l'enverrai Mélo. Ouais. On pourra le partager. On pourra le partager un peu sur nos réseaux aussi là, c'est cool. Exact, parce qu'il y a plein de références intéressantes et notamment des références politiques. C'est aussi ça qui nous intéresse dans l'émission. Toi, comment tu te décrirais en tant que personne politique, par exemple? De gauche, mais pour l'instant, je suis pas affilié à un parti. Je suis très sympathisant. J'aime bien les insoumis pour beaucoup de leurs idées.
pas dernièrement par rapport à l'affaire Quatennens, mais vu que je suis pas encarté, je m'en fous un petit peu de. Enfin, genre dans le sens où si demain il y a un autre parti qui est de gauche qui est plus gros et qui a les idées pareilles que les miennes, je m'en fous que ce soit l'un ou l'autre en fait. Tant qu'on peut avancer le truc, tant mieux. Bon, si on peut faire avancer un truc par la rue ou par les urnes ou peu importe, je m'en fous. Moi, je suis opportuniste révolutionnaire. Opportuniste. Premier arrivé, premier gagné. Qui gagne, c'est bon. Nice. Du coup, maintenant qu'on a un petit peu cette définition de toi-même, comment tu sens un petit peu le climat? Alors déjà, en tant qu'artiste, comment tu sens le climat? Parce qu'on voit que tu produis quand même pas mal de mèmes, notamment des mèmes politiques, mais aussi en tant que citoyen, comment tu vois le climat, du coup, localement, en France, par rapport à la politique, nous qui sommes en Amérique du Nord? Ici, j'ai un peu l'impression que les gens délaissent vachement la politique, que même si paradoxalement le vote à gauche diminue, de ce que je vois un peu dans les manifestations et les gens autour de moi, les gens se dirigent un peu vers la gauche, dans mon entourage familial ou personnel aussi. Mais par contre, beaucoup de je vote pas tout court en fait. Et en même temps, t'as beaucoup de gens qui abandonnent un petit peu, j'ai l'impression, la lutte. Et c'est un peu flippant. Là, en ce moment aussi, les fachos, ils se cachent beaucoup moins. Ouais. Même ils sont pas si nombreux que ça. Hein. Enfin, du moins, j'ai l'impression. Ici, en tout cas, j'en ai croisé qui tractaient une fois au marché. C'est des hémoristes. Enfin, une hémoriste en vrai. Et il y en a quelques-uns qui foutent des affiches par-ci par-là, dire reconquête. Mais sur tout le territoire, ils sont pas très nombreux. Hein. Okay. C'est juste qu'ils sont très actifs et très vénères, quoi. Ouais. Et surtout, ils sont facilement identifiables, quoi. Et surtout, ils sont très présents sur les plateformes qui sont possédées principalement par des milliardaires en général. Et donc ça fait que on a cette impression-là que le fascisme décomplexé est super présent, alors qu'en fait, quelle proportion ces activistes d'extrême droite représentent dans la société, c'est assez dur de le mesurer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un vote quand même en France qui, nous, a fait qu'on a démarré cette émission aussi avec Mélo. C'est aussi pour ça, la présidentielle française nous a vraiment fait flipper et nous a fait nous dire que on doit occuper l'espace avec de la pensée différente que l'extrême droite globalement, parce qu'elle la voit maintenant partout sur les plateaux, et etc. Et donc en gros, on doit avoir une place plus forte, en tout cas des gens qui ont des idées de gauche et qui peuvent les expliquer, qui peuvent... voilà. Et puis surtout, notre point de vue, nous, une de notre ligne, c'est la francophonie. Or, la francophonie est tellement diverse que, comme on le dit souvent, toi et moi, Mélo, c'est que c'est compliqué d'être raciste quand t'es francophone, parce que quand tu te considères membre de cette grande famille francophone. Je vais le rappeler encore une fois pour les gens qui nous suivent, mais le pays le plus peuplé, le pays francophone le plus peuplé au monde, c'est la République démocratique du Congo, et la plus grande ville francophone au monde, c'est Kinshasa. Donc, sorry les gars, mais votre langue que vous pensez être la seule, l'unique, etc., c'est la langue de millions et de millions de personnes en Afrique, en Amérique, en Asie, en Amérique du Sud. Donc il y a vraiment de la francophonie partout, et du coup voilà, nous, cette lutte contre le racisme, c'est aussi une lutte pour l'unité de la francophonie, parce qu'on sera quand même 700 millions de francophones en 2050, et qu'à 700 millions, comme on le dit souvent, on peut s'organiser, on peut faire des choses. D'ailleurs, toi, en tant qu'originaire de Suisse, quand est-ce que t'as émigré et que tu t'es réfugié en France? Disons, en vrai, assez tôt, parce que quand on était petit, du coup, mes parents ont dû trouver du se loger en Suisse, et du coup ont déménagé en France, dans la banlieue, disons, pavillonnaire française de Genève, parce que Genève, c'est vraiment limite une enclave, parce que c'est complètement entouré par la France. Ouais. Et les loyers, ils sont extrêmement chers, parce que c'est à la fois le canton le plus petit de Suisse, et en même temps avec la plus grande densité de population. C'est pas peuplé, mais la plus grande densité de population.
Et en plus, il y a des lois qui font que, par exemple, on ne peut pas faire des immeubles plus de 5 étages. Et il faut, dans chaque canton, une proportion de champs, de terres agricoles. C'est un truc qui date de la guerre mondiale, il me semble, pour être autosuffisant. Ce qui épargne vachement de paysages, mais par contre, pour ce qui est de la banlieue de Genève, en fait, tu as beaucoup de gens qui vont se réfugier à Annemasse, à Gaillard, à Saint-Julien, dans plein de petites villes françaises autour, et qui du coup viennent travailler à Genève, participent activement à la vie économique de la ville, à sa prospérité, mais pourtant, ce qui me désole par exemple vachement, faut dire, moi je suis très démocrate là-dessus, c'est que en Suisse on a référendum, mais si t'es français et tu travailles à Genève et que tu vis côté français, nique le référendum en fait, donc nique la démocratie. Ah donc t'as pas accès au vote. Il y a que les citoyens suisses qui ont le droit de voter. En Suisse. Sauf qu'en fait pour résider en Suisse c'est pas évident. Ah, ok. Ouais. Okay. Après il y a beaucoup de gens qui du coup moi je peux encore voter par exemple. Okay. Alors j'habite à Caen sur ce qui se passe en Suisse. Cependant, un Français qui habite à 30 secondes de la frontière côté français, il ne pourra pas voter sur la zone qui a un rapport avec son travail. Ouais. Ok, intéressant. Ok, intéressant. Et du coup, justement, au niveau des mèmes politiques, toi, tu es présent majoritairement sur Instagram, c'est ça ? Ouais, vachement sur Instagram, mais aussi de base, j'ai commencé sur Facebook dans les Nurshi. Je sais pas si vous connaissez un peu. Ouais. Attends, Mélo, attends, il y a la tête de Mélo. Mélo, elle connaît pas. Je te donne une définition de ce que c'est. Nurshi, c'est le verlan de Chineur, et en gros, c'est un endroit numérique, souvent un groupe Facebook, dans lequel on va, selon un thème, donc si tu as Nurshi par exemple, de Villebrequin, par exemple, je prends un exemple totalement pas de droite, mais en gros de voiture. En gros, Villebrequin, c'est une chaîne YouTube qui font des tests sur des bagnoles, etc., etc. Enfin, des voitures, pardon, les bagnoles, je sais que c'est un mot qui est pas très... Bref, il y a que les Français qui disent ça. Et en gros, tous les mèmes qui ont un lien avec ça, avec les bagnoles et puis Villebrequin, se retrouvent sur Nurshi de Villebrequin. Tu vois, par exemple, il y a Nurshi bien donc c'est des groupes Facebook où on partage des mèmes, quoi. Entre autres. Tu viens de détruire mon explication et de manière carrément cool. Non mais c'est ça. Et il y a notamment un Nurshi qui est très actif et qui est très intéressant aussi et qui a permis, je pense, à pas mal de monde de se politiser. Je pense que tu es dessus, Nicolas, mais Nurshi de flexibilisation du marché du travail. Je pense que tu dois être dessus. Ouais, je suis dessus. Je pose pas tant que ça parce que beaucoup de Nurshi ont des filtres. Ouais. Et que du coup, c'est les modérateurs qui acceptent ou non. Et j'en ai quelques-uns qui sont passés dessus. Donc plus, ce qui est bien, c'est quand dans un gros groupe comme ça, en fait, c'est que tu as beaucoup de réactions et tu as beaucoup de gens qui diffusent derrière. Et c'est cool de voir voyager son même, franchement. Ouais. Et ce qui est bien aussi pour les Nurshi, c'est que c'est aussi des zones de discussion et de débat. Ouais. Qui parfois peuvent dégénérer. C'était le cas par exemple à un moment sur l'internet. Ah ouais. T'avais un exemple ? Et le Grise que vous connaissez, du coup peut en discuter. Hein. Il y a un moment, on a vécu des dramas ensemble, notamment de la part de roussellistes, de communistes, du coup plutôt d'électeurs du Parti communiste français précisément, qui défendaient avec bec et ongle leur candidat et étaient pas très contents de nous-mêmes là-dessus. Eh oui, mais c'est ça de faire des mèmes sur des saucisses. C'est ça, ça ne plaît pas à la ligne actuelle, qui doit pas en plus être la ligne majoritaire, mais du Parti communiste français actuel. D'ailleurs, on attend avec attention le congrès qui va bientôt se dérouler et on verra quelle ligne politique l'emporte. Et je pense clairement qu'il y a globalement une opposition dans le Parti communiste français actuellement entre plusieurs lignes. La ligne rousselliste qui, on va la décrire comme étant la ligne vieille France, qui va un peu draguer les rouges-bruns,
les rouges-bruns, c'est les fachos de gauche, en gros, qui ont tendance à aller dans ce côté-là. Là. Et puis, il y a l'autre ligne qui est portée notamment par Elsa Faucillon. D'ailleurs, Faucillon, moi, j'admire énormément son nom pour quelqu'un qui fait partie du Parti communiste français, et qui, elle, a une ligne vraiment très progressiste par rapport à ça et par rapport aux enjeux environnementaux, aux enjeux sociaux, et notamment l'égalité homme-femme, l'écologie, etc., etc. Donc, à mon avis, on va suivre avec attention ce qui va se passer sur la suite du congrès du Parti communiste français. Mais espérons qu'on n'ait pas à se taper des roussellistes enragés lors de nos prochaines campagnes, en tout cas en France. J'espère. Mais franchement, Nico, qui viennent même pas peur. Nico, t'as pas dit que tu avais un lien avec Roussel, justement, avant qu'on commence l'émission? Ah, et Roussel, c'est ton oncle? Non, c'est pas Emmanuel. C'est pas Emmanuel Valls, parce qu'en fait... Ah non, c'est Valls, pardon. Ouais. En fait, Manuel Valls, parce qu'en fait, je suis pas que suisse, je suis aussi catalan, et je vis en France, comme Manuel Valls. Mais à l'inverse, c'est que je suis un gros gauchiste. Et c'est tout. Alors, et du coup, faut expliquer un petit peu, parce que pour les gens qui nous écoutent et qui viendraient de l'international, Manuel Valls c'est quand même étiqueté à gauche. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Disons que le PS avait viré à droite il y a longtemps, quoi. Ouais. Et bon, là, il a un petit sursaut à gauche avec Olivier Faure, mais vu la limite, comment il a été réélu au Congrès, c'est un peu chaud. Ouais. Et en gros, le Parti socialiste français était de gauche pendant longtemps, comme beaucoup de partis de gauche, en fait, comme le Parti radical de gauche, qui lui était radicalement démocrate, parce qu'être démocrate à une époque, c'était être très à gauche. Exact. Mais une fois qu'ils ont acquis un peu tout leur truc, et que finalement, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est conserver les luttes petites qu'ils ont acquis, il n'y a plus qu'à être réactionnaire, en fait. Et Manuel Valls, c'est le gars, il a été préfet des Yvelines, il me semble, mais turbo-réac, il aime pas les gitans, il a quand même fait le printemps républicain, qui, disons, une grosse saloperie xénophobe. Et c'est le type qui, en plus de ça, plus d'avoir visé le PS, dès qu'il a perdu au second tour des primaires du Parti socialiste, malgré d'ailleurs une révélation de Mediapart là-dessus, malgré le fait qu'un millionnaire sénégalais, il me semble, ah non, c'est ça, le président du Sénégal, ou je sais plus quoi, qui lui a filé des millions d'euros pour sa campagne, il a quand même perdu face à Benoît Hamon, qui lui avait juste un kebab à 4,50 €. Exact. Alors, j'en avais fait un mème, j'ai pas encore posté. T'avais fait un mème sur le kebab? Sur Benoît Hamon et ça. Sauf qu'en fait, je me suis dit, putain, c'est quand même un truc qui date quand même de 2017, il y a 8 ans. Non, 2017. 5 ans. 6 ans. Et peut-être que les gens ont plus la rêve du kebab. Je pense clairement, ça c'était énorme. Pour expliquer un petit peu aux gens qui nous suivent qui sont pas français, durant la campagne présidentielle de 2017, il y avait une bataille un petit peu à gauche, au centre-gauche, on va dire, au Parti socialiste globalement. Et il y avait plusieurs lignes qui s'affrontaient. La ligne Hamon, notamment la ligne Hamon qui était une des plus à gauche et qui justement lui parlait de notamment la taxe robot dont on a parlé dans la première partie de l'émission. C'est lui qui proposait ça. Puis il y avait une ligne plutôt en plus un peu réactionnaire qui était issue du fait que François Hollande a promis à Manuel Valls de ne pas se représenter. Entre-temps, Emmanuel Macron s'est engouffré dans la brèche avec le centre, etc. etc. Mais Manuel Valls, pour lui, avait du coup un terreau fertile pour pouvoir relancer le Parti socialiste et puis renchaîner derrière François Hollande, etc. Seulement, il y a une primaire au Parti socialiste, c'est-à-dire qu'avant de mettre un candidat, on fait voter tous les militants et on regarde la ligne qui est élue. Et Manuel Valls ne passe pas, et c'est Benoît Hamon qui passe. Alors, comme l'a décrit Nicolas, il y avait en plus pas mal d'argent qui avait été mis de la part de plein de gens sur Manuel Valls, parce que c'est un libéral et que du coup, il y aura de l'argent à se faire une fois qu'il aura été élu. Mais de l'autre côté, il y avait Benoît Hamon, qui était le plus à gauche, et dont, un jour, il a posté une photo d'un kebab. Il est en pleine campagne, pour se faire élire,
et il poste une photo d'un kebab et cette photo, elle a juste buzzé de ouf. Cette photo, elle a explosé dans les sphères, mais même elle a été partagée par plein de gens, tu vois. Et en gros, ce qui était marrant à l'époque, c'est que Manuel Valls avait fait une communication où un autre homme politique de premier plan ou une femme politique de premier plan avait fait une publication sur Twitter au même moment, tu vois. Et genre, ils avaient eu, je sais pas, 10 fois moins de réactions que la photo du kebab de Benoît Hamon, quoi. Et ça, c'était ouf. Bref, ça décrivait un petit peu l'état de la gauche à ce moment-là. C'est quoi ton mème sur le kebab? Mon mème? Ouais, sur le kebab. Ah, bah en fait, j'avais pris le template avec, je sais pas si tu vois, Yugi et Kaiba, en fait, et genre, t'as Manuel Valls en Kaiba qui sort j'ai 1 million d'euros qui vient de chez vous. Et après, tu vois Damon qui sort un beau kebab. Exact. Échec. Nice. Mais juste que derrière, en fait, genre j'avais la même idée avec la CGT et la réforme des retraites et tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, je vais peut-être prioriser la lutte actuelle, Oui. qui est la réforme des retraites. Plutôt que de ressortir. Mais là, d'ailleurs, j'ai pris un peu du retard. Ça fait quelques jours que j'ai pas publié de même. Et alors que pourtant, il y a eu la grève, il y a eu 2-3 petites choses. J'en ai un de prêt pour demain. Mais ouais, il faut faire la bagarre avec les mêmes. Est-ce que ça te motive beaucoup par rapport à ton activisme, que ce soit par des mèmes ou même si tu fais des choses en personne? La réforme des retraites puis tout ce qui se passe en ce moment avec ça? Bah ouais, complètement, parce que c'est un arc narratif presque dans l'histoire de la lutte, tu vois. Mm-hmm. Et il se passe plein de choses, il y a des dramas, il y a des personnages qui débarquent, il se passe plein de trucs. Et ce qui est assez amusant en fait quand t'as ce genre d'histoire, c'est que c'est un peu comme comment dire, j'ai l'impression qu'on est un peu les mêmeurs et les mêmeuses, comme des petits auteurs. Tu as connu les Guillottes de l'info, donc une émission satirique d'actualité française. Ouais. Et sauf qu'en fait nous en fait on va identifier des personnages genre la CGT, la CFDT, les machins, les Billboard avec le 43, etc. Et en fait on va raconter par la blague et par nos conneries ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Et en fait on diffusait par le rire nos idées aussi. Et on participe, je trouve là-dessus ce qui est assez chouette, c'est que on participe à la guerre culturelle avec la droite, parce que quand eux, ils ont des médias de partout, etc., le cinéma français qui est quand même relativement à droite, bah nous, on a plein de petites mains et en fait, on fait plein de petites choses à notre échelle et c'est ce qui alimente pas mal de choses, quoi. Cool, c'est la lutte ouvrière au niveau des mèmes, en gros. Ouais. Bon, pour l'instant, on est peu, hein, mais un jour, ça va être bien. Hein. On va avoir des plus gros trucs. Alors, justement, une question sur comment toi, tu mêles justement ces univers. On a entendu entre le jeu vidéo, qui était devenu un média un petit peu central pour toi, avec notamment la 2D, les jeux sur navigateur, etc. Comment tu fais cohabiter ce monde donc de l'art, dont toi t'es issu et qui est ton gagne-pain, et la lutte politique? Est-ce que à travers le même, t'as jamais eu, je sais pas moi, l'opportunité de raconter quelque chose autrement? Est-ce que t'as une envie de raconter la lutte à travers l'humour? Est-ce que c'est un projet artistique de raconter la lutte à travers l'humour comme ça et les mêmes? Bah, je considère que ouais, parce que disons que, enfin, je dis oui un peu. T'as posé plein de questions et là je dis juste oui comme un con. Je voulais dire que dans mes mèmes, je vais pas forcément parler de mon travail, mais par contre, de base, dans mes premiers mèmes, je parlais de la condition du travail dans le monde de l'art. Okay. Et j'en ai profité justement pour dénoncer 2-3 trucs par-ci par-là, parce que il y a il y a plein de moments en fait, tu vas pas être rémunéré. J'ai participé à une biennale d'art contemporain de jeunes artistes, qui a une bonne réputation que je ne citerai pas. Où du coup, déjà c'était galère d'être pris.
Ensuite, le transport des œuvres, c'était à notre gueule. Bon, on avait le logement, le manger du matin et du midi. Ok. Le soir, fallait qu'on se démerde. Le retour, bah, c'est la démerde. Il n'y avait pas de shop pour vendre des pièces sur place. Ok. On nous aidait à installer, mais par contre, il fallait amener notre matos. Il fallait aussi être présent sur le lieu pendant 5-6 jours et faire de la médiation. Ok. Genre, en sachant comme quoi, dans le plus gros jour, on a eu 2000 personnes qui se sont pointées, donc tu parles à beaucoup de monde dans la journée. Et tout ça, t'es pas rémunéré en fait. Wow. C'est genre, va ramener tes trucs. En plus, bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai vendu un tableau, donc ça m'a un peu rentabilisé le truc. Mais c'était chaud. Ouais. Et bon, là, pour le coup, au moins, à la fin de la binale, ce qu'on a fait, c'est que à la dernière heure, on s'est tous regroupés, parce que finalement, bah, à force d'être copains et à boire des coups pendant toute la semaine, on se connaissait tous. Et du coup, on a fait une mini-grève, et on a fait une lettre ouverte, et on s'est dit, si, on l'envoie à la mairie, avant de le publier, en mode, payez-nous, parce que vous avez signé une convention où vous avez payé les artistes, que vous n'avez pas fait. Donc on réclame tant par tête. Et sinon, en fait, lettre ouverte partout dans la France, parce qu'on vient de partout, en France, en Suisse, en Allemagne, t'en as même qui venait d'Italie. Ouais. Et tout le monde saura que vous êtes des cons. Et finalement, ça a marché. Nice. On nous a payé. Bon, on nous a payé une misère, hein, mais on était contents du truc. Et là, je sais que l'année prochaine, ils prennent moins de monde. Je sais pas s'ils vont être payés, mais en tout cas, nous, on guette. Hein. Good. Et toutes les actions comptent. C'est un pas à la fois. Bah ouais, c'est que genre, en plus dans le monde de la culture, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'appelés peu début, et du coup on profite de ça, et c'est très problématique. Il y a eu mine de rien un MeToo du monde de l'art à un moment, en fait. C'est-à-dire Mediapart avait contribué. Ça m'avait fait très bizarre de voir que parmi 3 leurs invités, j'en connaissais 2. Où du coup on a ce problème-là que si t'es précarisé et qu'en fait t'es face à des personnes dangereuses, un peu cheloues, et que t'as pas forcément de mode de défense, parce que t'es dans la merde, t'es vite niqué, quoi. Et ça participe vachement au fait que beaucoup d'artistes femmes arrêtent, alors que pourtant dans les écoles d'art elles sont surreprésentées. Et du coup, parce que là, ce que tu décris, c'est un petit peu aussi la précarité de l'artiste, tu vois. Truc qu'on imagine aisément dans le passé, tu vois. Mais actuellement, un artiste vit de quoi? Là, tu décrivais tout à l'heure, par exemple, j'ai vendu une toile, ça m'a permis de faire que ce soit pas trop de la perte uniquement cet événement. Mais globalement, les revenus principaux, est-ce qu'il y a un statut d'intermittent du spectacle, par exemple, pour les artistes plasticiens? En fait, non. On a moins que ça. Nous, en fait, on a un statut de auto-entrepreneur maintenant. Maintenant, on dépend de l'URSSAF Limousin. Avant, il y avait la Maison des artistes. Je l'ai pas trop connu parce que quand je suis sorti de l'école, elle n'a pas de disparaître. Non, si jamais tu fais pas d'expo, que t'es pas payé, nique, en fait, t'es au RSA, quoi. Ce qui est mon cas, par exemple. Et du coup, il y a quelques fois, par exemple, quand je vais faire tel ou tel événement, si jamais en fait il n'y a pas de contrat, je t'avoue que je le fous au black, parce que sinon en fait le RSA bouffe mon truc, et si je veux être un peu tranquille, j'aime bien tranquille, quoi. Ouais. Et j'ai quelques amis qui font plusieurs événements, plusieurs expos, etc. Mais il n'empêche qu'ils ont souvent un taf à côté, ou alors sur travail. Ouais. Ce qui est bien souvent, c'est que tu vas souvent faire des actions aussi, notamment genre auprès de publics jeunes, dans les EHPAD, etc. Ouais. Là, il y a aussi un truc, par exemple, moi, dans mon asso d'artistes, là, genre, je vais coordonner une action dans une ville en Normandie.
Ok. Où du coup, en fait, mais c'est hyper galère, quoi. Genre, où, du coup, en 3 mois, bah, genre, je vais diriger plusieurs expositions, des résidences artistiques et des conférences, etc. Donc, ça va être chouette. Mais là, selon les subs qu'on va avoir et d'autres trucs, malgré le fait que la mairie nous file un château, en vrai, ça c'est marrant, ça. Genre, on nous file un château pendant un été, alors qu'en fait, on crée la dalle. C'est c'est genre, en fait, on est un peu des faux bourgeois, tu vois, genre. Des bourgeois genre, bohèmes. on est propre sur. C'est ça, quoi. On est propre sur nous, on est un peu beau. En plus, genre. Sauf que, bah non, hein, c'est galère, quoi. Et bah là, bah, selon, en fait, cet événement-là, je peux autant avoir 900 par mois que un peu plus que le SMIC. Ça va dépendre juste des subs et des trucs. En sachant comme quoi j'ai plusieurs mois de préparation là-dessus. Je traduis juste certains termes pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, au black, pardon. Oui. ça veut dire genre non déclaré. Et non, tu viens d'en dire un. Oh non. Le SMIC. Oh non. Le SMIC, c'est le salaire minimum. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est juste les petites choses qu'on fait qu'on réalise pas. Là, je le fais aussi pour certains termes, je suis certaine. Et du coup, avec cette chose-là, parce que tu vois, il y a aussi, on imagine souvent dans l'art, on voit souvent l'art bourgeois, l'art qui en gros est exposé, l'art qui s'achète cher, etc., etc. Et on voit pas, tu vois, comme tu l'as décrit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont motivées pour produire de l'art, mais du coup que c'est compliqué d'en vivre, et donc du coup il faut avoir un travail à côté. Et quand tu as un travail, tu te dédies pas à 100% à ta création. Toi, si tu devais améliorer la situation des artistes en France, mais même en général, c'est quoi le modèle idéal pour être artiste? En gros, ce serait quoi le modèle de société qui permettrait à des artistes de créer avec du temps, avec des fonds, des financements, etc. Bah, déjà, un statut qui ferait que tu aies un salaire minimum. Bon, après, pour le salaire minimum pour tout le monde, ouais. Plutôt un revenu universel, ça aiderait vachement le tout, quoi. Ouais. Déjà aussi qu'il y a plusieurs aussi structures qui achètent des œuvres à des artistes, okay. Notamment les FRAC, qui sont des fonds régionaux d'art contemporain. T'en as une par région en France. Okay. Mais moi, ce que j'en reprends vachement, c'est que ils achètent pas mal d'œuvres d'Américains, tu vois, de Parisiens, de gens qui sont à la retraite, qui sont blindés, au lieu d'acheter à la jeune création. Et ce qui fait que c'est tout con, mais si t'achètes pas nos tableaux, nous on n'a pas le matos pour faire de nouveaux tableaux. Du coup, on peint sur quoi en fait? C'est con. Exact. Et il y a quand même pas mal de trucs d'aide à la création, mais juste que c'est les mêmes qui les ont, c'est compliqué. Ouais. De modèle, je sais pas non plus, parce que c'est vrai qu'en même temps, je m'interroge aussi vachement sur le côté éloigné du travail salarié. Enfin, c'est ce que je fais, j'essaie de l'éviter au maximum. Et sauf qu'en fait, si tu fais ça, tu te détaches quand même vachement du prolétariat, tu vois. Enfin, t'es quand même faire, car tu vends ta force de travail, mais ça favorise vachement, tu vois, l'entre-soi et l'auto-validation. Yes. Donc, selon toi, un système où les créateurs et les artistes seraient déconnectés de la société en étant, entre guillemets, protégés du précariat grâce à des aides pour leur permettre de créer, ce serait pas une solution, non pas du point de vue financier, mais surtout du point de vue culturel et du point de vue social? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je préfère avoir quelques idées par-ci par-là. Je suis peut-être un peu mon suisse, du coup. Mais, mais j'ai tendance à dire que déjà, que un revenu universel, ce serait très bien pour tout court, en fait. T'es un free autiste. Approuvé. Peut-être.
Je me situe pas précisément encore. Je bouquine pas trop. Ok. J'essaye. Ok. Friot, pour les gens qui voudraient le savoir, quand je dis friotiste, c'est une joke. Friot, Bernard Friot, c'est un économiste et sociologue français, un chercheur, qui a notamment pas mal théorisé la question du salaire à vie, notamment, qui était une idée intéressante, qui est pas un... je peux pas l'expliquer là, j'ai pas assez de connaissances et de pédagogie sur le sujet pour pouvoir le décrire, mais en gros, de ce que j'ai compris du friotisme, s'il fallait le décrire comme ça, c'est vraiment la question du salaire à vie que lui défend. Et je vous invite à aller regarder des confs qu'il fait. Friot, c'est un peu dur à lire et assez dur à comprendre. C'est un universitaire, c'est un économiste, mais en tout cas, voilà, une de ses idées principales, c'est la question du salaire à vie, qui réglerait selon lui quand même pas mal de problèmes. On a une dernière question pour toi. Oui. Si dans... parce que c'est un peu le principe de l'émission, on aime bien cancel pas mal de trucs et on aimerait bien se dire si le monde est comme ça aujourd'hui, c'est pas une fatalité et il y a des erreurs qu'on n'est pas obligé de refaire et on peut même annuler des erreurs qu'on a faites, comme par exemple le colonialisme. C'est notamment une des choses en lesquelles on croit, je pense, Mélo. On aimerait bien annuler ça. Toi, si tu devais annuler quelque chose, que ce soit dans toi, ta vie perso au niveau politique ou même dans la société en général, c'est quoi la chose que tu annulerais en fait? Yes. Sur quoi est-ce que tu appuierais CTRL-Z? Les milliardaires. Direct en fait. Genre, désolé, mais en fait, il faut une maximum et un salaire maximum. D'ailleurs, c'est un truc que j'aime bien dire, genre quand je me retrouve face à plein de centristes ou de droitards, etc., pour pas me faire cancel par eux, j'utilise la technique de Macron, mais à l'envers, en fait. C'est que, genre, je dis non, mais je suis pas de gauche, je suis centriste, je suis contre les extrêmes. Les extrêmement riches, j'aime pas ça, tu vois. Et manger les gants tous les jours, c'est extrême, alors que ce que recommandent les nutritionnistes, c'est en manger 2 fois par semaine. C'est genre comme ça, juste pour, tu vois, leur rappeler que on vit dans une société d'un extrême business et que genre il faut tirer le truc vers nous, quoi. Rappeler que en fait ce sont eux les radicaux d'une certaine manière, en fait. Enfin, nous on est aussi radical parce qu'on veut radicalement améliorer la société. Cependant c'est eux qui sont dangereux. Nice. J'aime que c'était direct ta réponse là, il n'y a pas eu de il n'y a pas eu d'hésitation. Et on connaît une manière de le faire, on ne va pas épiloguer là-dessus, on en parlera peut-être dans une autre émission, mais notamment, on va juste le rappeler, le rapport d'Oxfam qui est sorti cette semaine. Oxfam, c'est une association, c'est une ONG qui, en gros, étudie un petit peu la question de la misère et de la répartition des richesses dans le monde, et notamment le rapport d'Oxfam de cette semaine décrivait un petit peu comment c'était comment les riches s'étaient accaparés une majorité des richesses qui ont été produites depuis la pandémie de Covid-19 et comment ces richesses accumulées auraient pu profiter à tout le monde. Et notamment, ce que eux revendiquent, c'est un meilleur partage des richesses. Or, on le sait bien, dans un système capitaliste, c'est compliqué parce que le capitalisme est prédateur et que c'est un peu son mode de fonctionnement, l'accumulation des richesses et la concentration des richesses. Et ça passe par le fait que des gens possèdent des outils de production. Donc, annuler les milliardaires, ça me semble être un bon départ pour changer le monde, effectivement. Les empêcher d'aller dans l'espace pour faire de la merde, déjà, ce serait cool. Je pense que c'est un bon départ. Est-ce qu'il y a une chose que tu veux rajouter ou est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de suivre ton travail? Parce que du coup, moi, tu m'as donné envie de voir tes œuvres. Alors nous, on était en mode tempête de neige, donc on n'a pas fait le setup pour pouvoir justement montrer ton travail et on aurait aimé le faire. Où est-ce qu'on te retrouve pour suivre ton travail? Et si on a envie de t'acheter une toile, par exemple, ou si on a envie de contribuer un petit peu, passer te voir à l'atelier, etc., où est-ce qu'on peut te retrouver? En vrai, pour ce qui est de mes jeux vidéo, si vous voulez, je peux vous envoyer. Pardon. Pour ce qui est des jeux vidéo, je peux vous envoyer les liens si vous voulez à diffuser. Je t'avoue qu'en fait, par aussi de soucis j'essaie un peu de planquer aussi mon identité, même si je suis un peu cramé parce que je donne mon prénom et la moitié de mon nom de famille. Je préfère éviter, tu vois, de trop divulguer sur moi. Okay, mais après, diffuser mon travail. Après, sur Instagram.
Bah, en fait, ouais, sur mon Instagram pro artistique, il y a mes coordonnées en fait. C'est aussi pour ça que j'essaie d'un peu de non, parce que je comprends. Du coup, si vous croisez Nicolas à Caen, quelqu'un qui s'appelle Nicolas qui vend des toiles, qui est dans un bâtiment plein d'amiante, achetez-lui une toile, ça lui fera du bien. Non, mais en vrai, sinon les gens, si vous voulez m'envoyer à MP parce qu'il faut vous boire un coup, sinon sur mon Insta de même, avec grand plaisir, j'aime bien rencontrer des gens. Ok, ton Insta de même, c'est quoi? Nico le web. Nice, Nico le web. Du coup, Nico, on va se laisser là. On va conclure l'émission avec Mélo. Merci beaucoup d'avoir partagé ce temps avec nous. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Puis surtout, on peut se retrouver à une prochaine. Puis surtout, si tu veux nous envoyer des créas, etc. Si tu veux, j'aimerais bien. Tu sais, il manque une toile ici. Il nous manque quelque chose. Vrai, on en parle souvent. On se dit, on sait pas ce qu'on pourrait mettre. Peut-être qu'on pourrait discuter avec toi pour justement avoir une toile. Alors, c'est parce que Valentin aime pas ma suggestion. Non, mais qu'on s'habille en bourge et là qu'on fasse une toile de ça et que c'est ça qu'on met en arrière, mais de façon ironique, et il aime pas ça. Donc, écoute. Whatever. J'ai du mal à à me réincarner en bourgeois. Je t'avoue que j'ai un peu de mal. Mais après, ou bien, non, j'ai une idée encore pire. Ok, bon, on en parle. Nico, on va te libérer. Il est tard chez toi. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Il est maintenant 1h du matin en France et en Europe en général, puis en Afrique centrale. Donc, merci beaucoup, Nico. Et on continue à se parler. Yes. Si tu as des news, des choses que tu as envie qu'on partage ou que tu veux revenir dans l'émission pour en parler, ce sera avec grand plaisir. Merci Nico. Oui. Avec grand plaisir. Bonne soirée, salut. Ok Mélo, ça va? Ouais. C'est pas facile quand on est à distance comme ça. Non, mais ça va, c'est drôle. Je sais pas. C'est non, mais tu dis ça parce que t'es une chaise, mais c'est parce que... non, je rigole. Ça me fait voir les choses différemment, tu sais, là, je pense que c'est ça l'accaparation des richesses, là, je suis un objet, c'est quoi la vie, qu'est-ce qu'on accumule, tu sais, ça... En fait, c'est une crise existentielle que je suis en train de vivre en tant que chaise. Les gens qui écoutent ceci en podcast vont être genre « What's happening? Je comprends rien! » À cause de la tempête de neige, Mélo est sur un iPad qui est scotché sur une chaise. C'est pour ça. Bref. Merci beaucoup, Mélo. C'était cool de te voir, quand même. Ouais. Est-ce qu'il neige encore chez toi? Je pense que oui, mais il fait noir, donc je sais pas. Puis okay. Ouais, je vais pas sortir tout de suite. Moi non plus, pareil. Ok, merci tout le monde, merci aux gens qui ont suivi. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner pour nous aider. On rappelle que nous, si vous vous abonnez et que vous nous donnez un tout petit peu d'argent, on va être capable d'embaucher un ou une journaliste africaine basée en Afrique qui va pouvoir nous amener des nouvelles francophones de là-bas. Et on en a grandement besoin. Besoin. C'est un début de cette émission, c'est de faire parler la francophonie entre elles. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Si vous vous abonnez, vous pouvez... c'est ça prend de l'argent de Jeff Bezos et ça nous le donne pour justement le redistribuer à des personnes qui travaillent sur des trucs cool. Donc, ça serait nice. Exactement. Si vous avez un abonnement à Amazon Prime, n'hésitez pas à le claquer actuellement. Ça nous fera plaisir. Merci beaucoup pour cette émission, Mélo. Yes, merci à toi, merci à Nico, merci à Roman à la technique. Yeah! Merci à tous les gens qui nous aident pour faire cette émission. Et puis, nous, on se dit... Donc, du coup, on se dit à vendredi prochain pour l'émission régulière. Et puis... Pardon. Excuse. C'est le temps de s'arrêter. Et rendez-vous mardi pour un petit live qu'on va se faire ensemble. Voilà, je sais pas encore de quoi on va parler, mais on va regarder l'actualité, on verra ce qui se passe. Je m'en fais pas. Abonnez-vous, parlez français, puis lisez sur le capitalisme en général et sur l'écologie. Voilà. Puis, voilà. Bonne semaine. Ciao tout le monde. Bye.